En résonance. En résonance. En résonance, un podcast d'éducation populaire. Bonjour et bienvenue. Dans cette dernière partie, Luc Carton nous parle du sens des mots et de leurs usages, avec cette question. Quels mots utilisons-nous pour nommer le monde qui nous entoure ? Puis, en conclusion, il nous partage des souvenirs d'expériences d'éducation populaire et ses lectures. Je crois qu'il y a un vrai combat sur les mots, mais c'est plus, enfin pour moi, c'est un combat sur l'interprétation du monde que permettent les mots. Et donc, ce qui est évidemment à l'œuvre dans la domination, c'est un usage des mots à des fins de désappropriation de l'autre. Et donc, c'est à combattre pied à pied. Et donc, notamment dans l'appareil d'État français, aujourd'hui, il y a plein de mots mobilisés à l'envers. Tu vois ? Si je prends, par exemple, le mot évaluation, qui est d'un usage extrêmement répandu, c'est presque pathétique, je dis, c'est presque une maladie. Donc le mot évaluation est tourné à toutes les sauces, dans toutes les circonstances. Évaluer, c'est attribuer une valeur. Le mot le dit. Et attribuer une valeur, ce n'est pas mesurer. Mesurer, ce n'est pas attribuer une valeur. Mesurer, c'est attribuer, c'est apprécier une quantité. C'est pas la même chose qu'attribuer une valeur. Or, souvent, dans l'idéologie de l'évaluation managériale, évaluer, c'est mesurer. Ben non. Évaluer, c'est attribuer une valeur. Soyons sérieux. Et attribuer une valeur, ce n'est pas mesurer. Donc, il faut se battre sur l'usage des mots. Pas se battre sur les mots, se battre sur l'usage des mots. Puisque les mots, ils sont détournés, systématiquement. Donc, c'est plein d'euphémisations comme ça, hallucinantes. Je veux dire, le contrat d'engagement que toutes les assos doivent signer, là. Vous voyez, tu vois, depuis... Oui. Contrat d'engagement aux valeurs républicaines, je crois, c'est ça ? Oui. C'est pas un contrat d'engagement à respecter les valeurs républicaines. C'est un contrat d'asservissement des associations à des objectifs policiers. Donc, je dis, il faut traduire ça. Donc, le contrat d'engagement républicain, ou une histoire comme ça, est un contrat d'asservissement du travail associatif à des fins policières. Donc, il faut dénommer et renommer les choses. Oui, ça c'est un vrai combat. Une expérience que tu as vécue d'action d'éducation populaire collective qui t'a marqué ? Il y en a beaucoup. La première qui m'est marquée, j'avais 16 ans. Et donc c'était avant même la mort de mon père, que j'avais défini comme un tournant tout à l'heure. J'ai eu un prof, donc on est dans le sillage de 68, on est là, j'ai 16 ans en 70. Donc en 70, apparaissent des profs d'un genre nouveau, avec des cheveux qui traînent et tout ça, et des sensibilités tout à fait particulières. Et donc nous avions cette année-là un enseignant, donc nous étions en terminale, ou enfin juste l'année d'avant, quoi. Nous avions un prof particulièrement créateur. Il avait installé un piano dans la classe et tous les cours se faisaient en musique. Avec Brel, Barbara, Ferré, Brassens, etc. On chantait, il jouait, etc. Et donc il nous donnait latin, grec, français, histoire, géographie, enfin bref, quasiment actualité, quasiment tout. Sauf les sciences et les langues. Sciences, maths et langues. Et donc,
un jour qu'il était en train d'interpréter je ne sais plus quel auteur au piano. Il y a du bavardage au fond de la classe. Et ses nerfs lâchent et il dit, il claque le piano, il dit je n'en peux plus, pas moyen d'enseigner ici. Vous êtes vraiment, vous êtes un, enfin voilà, vous ne me méritez pas, je m'en vais. Et il part en claquant la porte. Et muni d'une intuition quasiment collective, nous nous organisons pour que ça ne se sache pas qu'il est parti. Je ne sais pas comment, mais on se dit, tiens, il ne faut pas que ça se sache. Et donc, on décide de terminer la journée calmement en nous auto-organisant. Et par prudence, on dit, si demain il n'est pas là, toi tu prends en charge une heure, toi une heure, toi une heure. Et le lendemain, il n'est pas revenu, et nous nous sommes enseignés à nous-mêmes. Nous avons tenu 3 semaines. Et donc le mensonge devait être un mensonge collectif parfait, c'est-à-dire si un cafetait chez ses parents en disant on n'a plus de prof, ou si quelqu'un s'en apercevait au collège, forcément c'était le drame. Enfin je veux dire, c'est pas normal qu'une classe n'ait plus de prof. Et donc nous avons tenu 20 jours, à raison de 3, 4, 5 heures par jour, hein, si on enlève les sciences et les maths. Et donc, chaque fois, les profs m'ont dit, tiens, monsieur Remakers n'est pas là. Ah ben non, il est pas parti pisser, il est chercher des craies. On l'a appelé au téléphone, enfin, on inventait n'importe quoi. Et puis, pour finir, après 3 semaines, évidemment, le directeur qui rôdait autour de la classe a pénétré dans la classe et a dit, ouais, monsieur Remakers, et on a dit, il est parti chercher des craies, etc. Il a dit, mais il y a des craies, hein. D'ailleurs, je l'attends. Et donc, le poteau rose était découvert. Il y en avait déjà un qui avait beaucoup doublé et qui avait déjà une voiture. On a sauté dans sa voiture, on est allé jusque chez le prof et on lui a dit maintenant il faut revenir. Et il est revenu. Mais cet apprentissage de l'auto-éducation m'a ouvert les yeux. C'était ma première expérience d'éducation populaire. C'était une chance folle. Et je crois que ça nous a transformés. En fait, il est possible de s'enseigner. Et de s'enseigner ce qu'on ne sait pas. C'est vraiment le maître ignorant. Alors, une autre expérience beaucoup plus récente, hein, mais c'est un groupe de femmes turques, ici, à Bruxelles. C'est un groupe de femmes chômeuses, enfin, au chômage, et qui, à un moment donné, ont demandé à un centre de planning s'il y avait moyen de disposer d'un local pour se retrouver entre elles. Et le planning leur a donné un local. Et puis l'animatrice du planning, qui est elle-même d'origine turque, et qui est une animatrice d'éducation populaire, un jour, comme ça, leur a dit, tiens, il y a une exposition à Beaux-Arts sur les femmes, les sultanes et les courtisanes sous l'Empire ottoman. Est-ce que ça vous intéresse? Et enfin, ouais, c'est quoi? Pourquoi pas? Et donc, elle leur a montré à ce moment-là des livres sur ce que pouvait être notamment cette exposition. Ah, c'est beau, c'est intéressant, c'est beau. Et donc, elles ont été voir cette exposition. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Enfin, tout de même, un groupe de femmes turques, habituées à travailler dans les services de nettoyage, parce que c'est ça ce qu'on leur offre comme travail, quand elles ne sont pas qualifiées, évidemment. Enfin, pas diplômées. Et après cette expérience de découverte de l'exposition, elles se réunissent avec l'animatrice et elles disent, mais le beau, enfin, pourquoi est-ce que nous sommes privés du beau?
C'était merveilleux ce qu'on a vu, mais nous, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire du beau? Et l'animatrice dit, bah si, c'est possible, il y a moyen. Je peux trouver de quoi vous proposer un atelier. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Il y a l'une qui dit, j'aimerais bien faire de la sculpture. Pourquoi pas, oui. On peut certainement trouver quelqu'un de la sculpture en terre, hein, en argile. Et pour finir, elles se mettent d'accord sur un atelier sculpture. Et donc, l'animatrice cherche et trouve, pour finir, une personne compétente. Puis il leur dit, mais est-ce que vous seriez d'accord que l'atelier soit accompagné par un travail d'une vidéaste qui vient d'une autre association d'éducation populaire, qui est intéressée à votre démarche et qui voudrait le filmer. Et les femmes disent oui, mais à condition qu'on ait la main sur le film. Hein, et donc, le travail se fait d'atelier de sculpture sur glaise. Et c'est un film d'animation. C'est-à-dire, c'est un film qui travaille des milliers d'images et puis les met en animation. Et donc, on voit les sculptures se faire et se défaire, etc. Et ce sont des sculptures qui tournent fort autour de la féminité, de la maternité, on voit des seins, des jambes, des corps, enfin, qui se font, se défont, se malaxent. On entend les rires et tout ça. Et l'œuvre qui en sort, 9 minutes, est extraordinaire. C'est vraiment une œuvre magnifique sur de sensualité, sur ce qu'est la féminité, la maternité. Et donc, ces femmes voient ça et sont émerveillées de ce film, émerveillées de ce qu'elles ont fait. Et alors, elles décident d'aller montrer ce film dans les cafés d'hommes turcs. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut voir ce que sont les cafés d'hommes turcs à Bruxelles. Il n'y a pas une femme, hein? Non. C'est inimaginable qu'il y ait une femme. Et tu imagines ce groupe de femmes qui avance et qui va dans les cafés en disant on a quelque chose à vous montrer. Et elle leur montre un film sur la féminité et la sexualité et la maternité. C'est totalement subversif. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Et des mois après, l'animatrice qui me connaît me demande tu veux pas venir à la rencontre de ces femmes pour évaluer, attribuer une valeur à ce qui s'est fait. Je dis bien sûr, on va évaluer. Elles vont réfléchir avec moi pour attribuer une valeur à ce qui s'est fait. Ça a été assez rapide, parce qu'il y a une femme qui a dit attribuer une valeur à ce qui s'est fait. C'est en fait dire le sens de ce que c'est pour moi. C'est ça, hein, évaluer. Et elle dit, écoutez, moi, avant tout ça, j'étais une femme de ménage au chômage. Maintenant, je suis une femme. Et voilà. Je suis désolé, je suis très ému. Pas de souci. Très ému en racontant ça. Parce que c'est très émouvant. Ça, c'est de l'émancipation en action. Que quelqu'un puisse dire, avant, j'étais une femme de ménage au chômage, aujourd'hui je suis une femme, ça veut dire qu'elle n'est plus à la place qui lui est assignée. Donc elle s'est émancipée. Elle s'est défaite des liens qui lui attribuent une place. Désormais, les liens étant lâchés, elle peut devenir l'acteur de son histoire, l'actrice de son histoire. Voilà.
C'est fait. Voilà une belle histoire. Alors, je raconte ça brièvement, mais il faudrait le raconter longuement. Il faudrait voir le film et tout ça, mais... Est-ce que le film est accessible? Oui, ça s'appelle Déesse Mère, je crois. 3 livres qui t'ont marqué, Démocratie des autres, de Amartya Sen. Un petit bouquin, facile et capital. Nous croyons que nous avons inventé la démocratie. Nous, les Blancs de l'Occident chrétien. Pas du tout. Si la démocratie, c'est la délibération des citoyens sur ce qui leur arrive, la délibération, donc, et puis l'arbitrage, mais si c'est ça le travail essentiel de la démocratie, il a lieu partout, sous toutes les latitudes, et à toutes les époques. Et donc c'est ça dont traite ce livre. C'est la démocratie est beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Et la démocratie ne nous appartient pas. Les 2 leçons de ce livre. Vraiment essentiel. Là, c'est un petit bouquin facile. Alors un grand bouquin un peu plus difficile. Il est plus difficile à trouver d'ailleurs, parce qu'il est... Enfin, ça dépend si on veut le lire en anglais dans sa version originelle, en 1943. Traduit en français chez Gallimard en 83. Il a fallu 40 ans tout de même. C'est de Karl Polanyi, P-O-L-A-N-Y-I, Polanyi, c'est un Hongrois. Il a écrit La Grande Transformation. C'est un bouquin d'anthropologie de l'économie, je dirais, dans lequel il lit sur plusieurs millénaires et à travers plusieurs civilisations les liens entre économie et société. Et donc du petit marché que l'on fait au grand marché. Et son intuition, en 2 mots, pour donner envie de lire le livre, c'est que jusqu'à présent, dit-il en 1944, l'économie était dans le lit de la société, embedded, dans le lit encastré, le mot encastré. Et je crains, dit-il, de voir que l'économie ne se désencastre de la société et que la société s'encastre dans son économie, ce qui est évidemment l'inverse. Que donc l'embeddedness, l'encastrement, désencastrement, réencastrement, ait lieu à l'envers, et que nous devenions sous-traitants de notre économie. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est fascinant, ça, qu'il ait pu anticiper ça en 1943, est inimaginable, et donc c'est un bouquin essentiel pour moi. Alors, 3e livre, c'est beaucoup plus récent, lui, paru je crois en 2021, c'est de Hartmut Rosa, R-O-S-A, un Allemand, philosophe allemand de l'école de Francfort. C'est paru en français, ça s'appelle Résonance. Et la résonance est le remède à l'accélération, dit-il. Et c'est quoi entrer en résonance? Entrer en résonance, c'est pas du tout avoir l'écho. L'écho, ce n'est pas la résonance. La résonance, elle est intérieure. Alors, entrer en résonance, c'est apprendre et comprendre que le monde nous est indisponible. C'est le contraire du fantasme de la modernité, que tout me soit accessible, que tout me soit disponible. Et donc, il prend l'exemple de la neige. C'est très facile à comprendre. Il dit la neige est l'exemple de la résonance,
Parce que jamais nous ne maîtrisons la neige. D'abord, on l'attend. Et quand elle arrive, c'est toujours surprenant. Et c'est en cela que nous aimons tellement la neige, c'est qu'elle nous surprend. Et puis, nous tentons de la prendre en main. Et si on la prend en main, elle se dérobe, elle fond, et elle n'est plus à nous. Et si on veut l'emporter chez soi et la mettre dans le frigo, elle devient de la glace ou de l'eau. Et donc la neige est indisponible. Et c'est ça qui nous enchante, c'est qu'elle est indisponible. C'est génial. Donc, résonance. J'ai tenté alors de sensibiliser le ministère de la Culture à Paris sur l'intérêt de casser les contrats de performance et d'objectifs qui sont désormais l'outil de propagande culturelle du macronisme. Hein. C'est partout, il faut des contrats de performance et d'objectifs. Et j'ai proposé de les remplacer par des contrats de résonance, en demandant à chaque institution de dire comment la société résonne en elle et comment elle fait résonner la société. Et donc, à la DGCA, la Direction Générale de la Création Artistique, donc pas loin de Dieu, eh bien, ils ont mis ça en expérimentation. Et donc, il y a des contrats de résonance qui sont en train d'être expérimentés dans les grandes institutions culturelles. Passionnant. Donc voilà 3 livres. Alors, je cherche du côté des romans, parce que ne lire que des essais n'est pas un bon plan. Les romans nous donnent à sentir, à comprendre, à saisir le monde de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisive et de manière beaucoup plus complexe que les essais. J'ai infiniment aimé 100 ans de solitude, et c'était il y a très longtemps, de Gabriel García Márquez, un auteur argentin ou chilien, en tout cas sud-américain, assurément. Maintenant je vais voir vers ma bibliothèque si j'en vois encore d'autres. Terrible, évidemment. Éducation populaire et puissance d'agir, de Christian Borel. Voilà un 4e livre, paru chez l'Harmattan. Surtout pas. Ici, rencontre pour l'avenir de l'éducation populaire. Tiens. Marie-Georges Buffet. Tiens, Luc Carton. 1998. Étonnant, hein? INJEP. Ça existe donc. Non, écoute, il y a trop. Hein. C'est déjà pas mal. Bah oui, complètement. Oh mon Dieu, j'adore ça. Sigie la mère de Cynthia Fleury. Guérir du ressentiment, c'est génial. Pour sortir du trumpisme, pour comprendre le trumpisme, c'est absolument essentiel. Vraiment, en plus, c'est une philosophe qui travaille les questions de santé publique. C'est génial. Cynthia Fleury. Sigie la mère. Il y a 3 chapitres. La mer. Mais une fois, c'est la mer maritime, une fois, c'est la mer maman, et une fois, c'est l'amertume. Voilà.
Luc Carton, merci. Avec grand plaisir. À bientôt. 3 semaines après notre rencontre, j'ai appris avec une profonde tristesse le décès de Luc Carton. Cher Luc, encore merci de m'avoir reçu. Je me souviendrai toujours de ton accueil chaleureux, ta gentillesse, ton humour et de la richesse de nos échanges. J'avais encore tant de questions à te poser. Merci pour tout.